Petite info préalable avant de vous laisser à votre épisode. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui pourrait peut-être toucher un petit peu plus vos enfants. Je vous invite à vous assurer que cet épisode est bien approprié pour être écouté avant de l'écouter en présence de vos enfants, surtout s'il attend avec impatience l'arrivée du Père Noël. Bon épisode. J'ai toujours eu un rapport assez particulier avec le concept de Père Noël. Je me souviens assez bien de mes premiers doutes quant à cet événement annuel assez petit, en ayant vu de mémoire un robot télécommandé dans un caddie pendant des courses en famille, et quand j'avais demandé ce que c'était, on m'avait clairement fait comprendre que j'aurais pas dû le voir. Je me souviens aussi quand on m'a dit que le Père Noël n'existait pas, et la réaction que j'avais eue. J'avais gardé la face quand on m'avait demandé « Tu n'y croyais plus vraiment, hein ?» Et j'avais également fait mon deuil, lentement, de ce truc si chouette, l'altruisme absolu incarné dans le fait qu'un type vienne chez les gens et distribue de manière un peu magique des cadeaux sans aucune contrepartie. Et puis il y a la magie de ce bol de café qu'on laissait le soir, la veille de Noël, et qu'on retrouvait vide le lendemain matin. Tout un symbole. Et puis depuis, mon rapport au Père Noël a été assez ambivalent, et je comprends aussi la manière dont les personnes avec qui j'en parle cautionnent le fait d'en faire un moment de magie. Pourtant, je peux pas m'empêcher de penser que créer de la magie, c'est pas vraiment idéal et pas véritablement propice avec le monde dans lequel on vit, avec pas mal de désinformation. Mais bon, j'ai appris avec le temps que les positions radicales ne sont pas toujours très confortables pour échanger sur ces sujets-là. Et puis, par extension, vous imaginez bien que ce sujet amène assez vite à réfléchir sur le domaine des religions, un sujet hyper facile. En tout cas, je sentais bien qu'avec un podcast qui aborde la position des parents dans la société, je devrais, tôt ou tard, aborder le sujet des croyances. Et je pense que, parents ou pas, on peut gagner à aborder ce sujet et essayer d'y réfléchir. Alors j'ai voulu solliciter quelqu'un qui pourrait apporter des éléments de réflexion, et j'ai contacté Jean-Michel Abrassard. Il est belge, il enseigne le japonais et il est passionné de jeux de rôle. Il est papa de 2 enfants et il anime un podcast qui s'appelle Scepticisme scientifique. Mais surtout, il a écrit plusieurs livres, et notamment Pour en finir avec le paranormal, 60 questions sur le paranormal. Il a écrit plusieurs livres pour enfants qui racontent les aventures de Zach et Zoé, 2 petits personnages trop choupis qui éclairent les jeunes lecteurs et leurs parents sur des thèmes comme les extraterrestres, le monstre du Loch Ness, et même, dans un des tomes, vous me voyez venir, sur la fête de Noël. La collection s'appelle donc Zach et Zoé, zététiciens en herbe, et j'ai d'ailleurs commencé par là. J'ai voulu qu'il nous rappelle un petit peu ce que c'était qu'un zététicien. La zététique, ici, c'est surtout essayer d'enseigner la pensée critique aux élèves, aux enfants, pardon. L'éducation aux médias, ici, dans la collection, on couvre beaucoup aussi. On fait ça via le thème du paranormal, principalement, pas uniquement, mais c'est vrai que c'est un des grands thèmes qu'on couvre dans la collection. Donc, essayer d'enseigner aux enfants un peu à penser de manière plus critique, mais via souvent le biais du paranormal. C'est bon, on est à l'aise avec les définitions. Maintenant, j'aborde très vite avec Jean-Michel la question des origines un petit peu de sa démarche, et j'ai qualifié ça d'une lutte. Très vite, il me reprend. Oui, je qualifierais pas ça comme une lutte, moi personnellement. Je pense que c'est juste de la curiosité intellectuelle. J'aime bien essayer d'avoir moins tort. J'explique souvent ça. Les zététiciens, ils essayent d'avoir moins tort. On a tous des fausses idées dans la tête, et puis on essaie d'en avoir. J'en ai forcément des fausses encore, mais j'essaie d'en avoir le moins possible, en gros. Oui, au départ, c'est vrai que je suis un zététicien de la vieille école, justement, où on s'intéresse beaucoup aux histoires surnaturelles et paranormales. Et donc, quand j'étais adolescent, je pense qu'on passe tous par une phase où on s'intéresse à ces sujets. C'est très étudié par les sociologues d'ailleurs. Moi, bon, voilà, ça date un peu, mais il y avait une collection chez J'ai lu avant qui s'appelait L'Aventure mystérieuse. Vous pouvez encore la trouver chez les bouquinistes, qui couvrait toutes sortes de sujets paranormaux, de l'Atlantide aux extraterrestres, passant par les médiums, etc. Bon, je lisais ça, et il n'y avait pas vraiment d'accès à l'époque à de l'information critique sur ces sujets. C'était toujours, tout était vrai, quoi, dans ces livres. Et donc, à un moment donné, j'ai découvert la zététique, en France, du côté d'Henri Brock, qui a un peu essayé de faire des choses dans les années 80 sur ce sujet-là. Et puis, quand je suis allé travailler aux États-Unis, là, ils avaient tout un mouvement aussi avec des publications. Et donc, je me suis plongé dedans. Et c'est vrai que c'est assez fascinant
d'apprendre un peu plus sur qu'est-ce que dit vraiment la science sur ces questions, par-delà un peu la désinformation à laquelle on est exposé tout le temps. Je suis, à titre perso, un peu dans la même situation que Jean-Michel, même si je connaissais pas cette collection de livres. Mais par contre, moi, petit, j'ai été marqué par la trilogie du samedi. C'était des séries qui étaient diffusées le samedi soir. Et la série que j'attendais le plus, c'était X-Files. En français, ça avait été traduit par Aux frontières du réel et on y suivait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, deux personnes du FBI qui enquêtaient à chaque fois, dans chaque épisode, sur des affaires paranormales. Et il y avait en trame de fond de l'ensemble de la série des histoires d'extraterrestres avec des complots cachés, le gouvernement des États-Unis qui cachait à la population le fait qu'ils étaient en lien avec des extraterrestres. C'était génial, j'adorais ça. Et du coup, j'aborde très très vite le sujet avec Jean-Michel. Oui, bien sûr, X-Files, ça a été un des trucs les plus marquants pour moi. C'est vrai que c'était assez fascinant. Et du coup, c'est pour ça que c'est devenu un peu ma spécialité, le phénomène OVNI, et c'est avec X-Files. Et surtout que dans X-Files, on a cette polarité où on a Fox Mulder d'un côté, et puis Dana Scully est une sceptique. Alors évidemment, c'est le pire rôle de sceptique qu'on peut avoir, parce que c'est une sceptique dans un monde où tout est vrai, mais où tous les phénomènes paranormaux sont vrais. Donc elle a systématiquement tort, mais en fait, c'est la première fois que je crois que j'ai été exposé au mot sceptique, qui est aussi une autre façon de parler des zététiciens, des sceptiques. En anglais, on ne parle pas de zététiciens, on parle de sceptiques. Donc, alors, on aurait pu traduire dans X-Files, mais ça n'a pas été fait comme ça, que Dana Scully, c'est une zététicienne. Et en complément d'ailleurs d'X-Files, à l'époque, je pouvais parfois tomber rapidement, mais j'éteignais très très vite la télé, sur une émission sur TF1 qui passait tard le soir, qui s'appelait Mystère. Et c'était une émission qui franchement était faite du début à la fin pour foutre la frousse. Ça parlait à chaque fois d'affaires paranormales. Et c'est assez marrant parce qu'il n'y a pas très très longtemps, j'ai vu des streams sur Twitch où étaient diffusés des replays de cette émission Mystère et qui étaient commentés. Et en fait, quand je regarde ça maintenant avec du recul, avec mon regard d'adulte, bah je trouve ça parfaitement ridicule. C'était très très mal monté, c'était très mal amené, les histoires étaient très souvent vraiment ridicules et bah ça tiendrait probablement pas aujourd'hui à la télé. Et puis il y a quelque chose aussi qui a changé par rapport à cette époque-là, c'est notre rapport à l'information qui n'est plus que descendant. On n'a plus que les médias comme la télé qui diffusent des informations, mais on a aussi Internet qui nous accompagne en permanence au quotidien sur notre smartphone et qui nous permet de recouper l'information. Alors c'est vrai qu'avec Internet, on a aussi une bonne dose de désinformation, mais on a aussi cette possibilité de recouper ce qui nous est transmis, ce qui nous est indiqué, pour voir où se situe le vrai du faux. Oui, je pense que Internet, elle grossit toutes les tendances, en gros. Donc, je ne pense pas que ça ait vraiment changé. À l'heure actuelle, sur Internet, et on en parlera certainement avec... Enfin, on est là pour ça d'ailleurs. Mais les enfants, évidemment, ils sont exposés à des tas de choses via TikTok ou YouTube, ou à des tas de YouTubeurs et de créateurs de contenu qui vont pas leur donner l'information critique, hein, qui vont essayer de faire le buzz en leur vendant, voilà, enfin, je veux dire, en leur proposant des contenus pseudo-scientifiques. Mais bon, évidemment, oui, c'est vrai que là, quand même, la différence, c'est que pour avoir accès à l'information critique, maintenant, bon, si la personne fait la démarche, mais il faut que la personne fasse la démarche, l'information critique est à quelques clics ou via Google en tapant quelque chose, plus scepticisme ou zététique. Après, on tombera à avis critique et on tombera sur l'information des gens qui remettent en question ça. Mais par rapport à notre époque où quand nous on était jeunes, où il n'y avait juste rien, hein, c'était pratiquement impossible, c'était extrêmement dur de trouver une information critique ou quelqu'un qui tenait un discours dissonant par rapport à la désinformation sur ces sujets, quoi. Ok, donc Jean-Michel, il fait partie de ces personnes qui, en fait, un peu comme moi, hein, pensent qu'il y a du très bon grâce à l'accès à Internet, forcément du un peu moins bon, mais qu'au global, il y a quand même plus d'éléments positifs par rapport à ce qu'on a vécu enfant, à savoir que effectivement, quand on fait la démarche d'aller chercher une information, on trouve quand même tôt ou tard les éléments qui sont les plus valables, les plus sérieux, qui sont les mieux qualifiés. Il n'y a qu'à penser à Wikipédia d'ailleurs, hein. Je pense que c'est une ressource de connaissances qui est absolument dingue, qui est reconnue d'ailleurs comme étant une ressource qui a très peu
peu d'erreurs. Alors il y a toujours le contre-exemple quand des personnes s'organisent pour aller apporter de la désinformation en allant modifier des pages Wikipédia, mais ça nous montre aussi dans le temps à quel point ça tient pas et à quel point au global par rapport à tout ce qui est apporté par Wikipédia, l'information elle est plutôt qualitative. Alors je continue à ce stade à discuter avec Jean-Michel, j'aborde pas tout de suite mon histoire de Père Noël, j'attends un petit peu qu'il l'aborde par la suite et je vais le titiller sur les thèmes qui ont été abordés dans le cadre de ces livres de Zach et Zoé, mais je commence d'abord et dans un premier temps à le solliciter sur son attitude en tant que père et comment est-ce qu'il gère le sujet des croyances et de la désinformation avec ses enfants. Oui, moi je suis toujours d'ailleurs un père très investi, un peu comme toi, je pense, vu la création de ce podcast récemment, parce que j'ai écouté beaucoup, je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts et à lire des livres sur le parenting en anglais, donc l'éducation. C'est vrai que c'est assez fascinant, parce que je me posais beaucoup de questions moi-même sur comment faire. Et donc c'est vrai que je me suis effectivement posé beaucoup de questions. Maintenant, oui, pour la progression à travers le temps, je pense que la réponse à laquelle je suis arrivé, c'est que il y a quand même une progression à faire et il faut mieux attendre que les enfants soient exposés à certains contenus plutôt que d'essayer de les déboulonner à l'avance, ça ne sert à rien. Il y a des âges où ils vont être exposés à telle ou telle chose. Et en parler avant, ça leur parle pas, quoi. Et puis au moment où ils vont être dans la tranche d'âge où ils sont exposés à cette chose-là, à ce moment-là, ils sont en plein dedans. Et donc là, ça vaut le moment. En fait, c'est eux qui amènent le sujet, finalement. Et alors, à ce moment-là, on discute, quoi. C'est d'ailleurs le sujet du dernier tome de Zach et Zoé, là, qui est en financement participatif actuellement, sur les légendes urbaines surnaturelles et les creepypastas. Hein. Ça, c'est vraiment mon fils qui... je veux dire, j'en ai pas parlé de manière anticipée, même si c'est un sujet que je connaissais avec Slenderman et tout ça. Mais vers 8 ans, ils commencent à être fort exposés à ça dans la cour de récré. Ils en discutent entre eux, ça leur fait très peur. Ils voient des choses. Enfin, voilà, alors leurs copains leur montrent des choses sur leur téléphone ou sur la télé, sur l'ordinateur. Et donc, c'est lui qui a amené le sujet. Et alors, finalement, à ce moment-là, on essaye d'y réfléchir ensemble. Mais je pense, si j'avais essayé d'être proactif en disant oui, quand tu auras 8 ans, tu vas être exposé à ce genre de choses, ça ne sert à rien parce que ça ne leur parle pas encore. Je vais donner un contre-exemple. Mon fils, pour l'instant, il a 11 ans. Par exemple, l'astrologie, ce n'est pas un sujet qui le concerne beaucoup. Hein. Il en a entendu parler. On a peut-être évoqué une fois le sujet, mais si je me lançais dans un gros debunking de l'astrologie, il me dirait mais pourquoi tu me parles de ça, quoi. Il en a un peu rien à foutre. Donc ça sert pas. Enfin, en gros, il faut mieux. Enfin, moi, je pense qu'il faut mieux suivre leur lead et voir ce qui eux les passionne et aller et utiliser ce qui eux les passionne pour leur donner des éléments de pensée critique sur ces sujets-là. Ouais. Tu nous parles des creepypastas et en particulier du Slenderman. Alors je pense que les gens qui écoutent pourront aller faire leur petite recherche, mais est-ce que tu peux nous parler un peu du Slenderman ? C'est quoi ? Oui, donc les Slenderman, techniquement, c'est pas une légende urbaine. Donc, après, il y a chez les experts, il y a différentes définitions. Normalement, le consensus plus ou moins chez les experts, c'est qu'une légende urbaine, tu ne dois pas connaître l'auteur de la légende. La première personne qui l'a raconté, c'est quelque chose qui se propage, mais on ne sait pas retrouver ou retourner au point d'origine. Le Slenderman, là, on sait, il y a une dizaine d'années de cela, il y a eu un concours. Il y avait des sites de creepypasta, des sites web, où en fait c'était des créateurs qui s'amusaient à créer des choses pour le plaisir. Et alors ils ont fait une sorte de concours. Ils devaient faire une image qui était effrayante et un photographe a fait une image d'une figure assez allongée comme ça, en costume, qui observe des enfants qui jouent dans une cour de récré. Et puis alors c'est devenu très rapidement un mème sur Internet. Et puis donc à ce moment-là, ça se propage dans la culture de manière incontrôlée. Mais bon, là, on connaît l'auteur, c'est pour ça que techniquement, c'est pas une légende urbaine. Mais oui, et donc c'est des images à laquelle les enfants peuvent être exposés parce qu'elles sont reprises. Oui, enfin pour mon fils, des youtubeurs ou sur TikTok, ils vont parler de ces creepypastas, de ces créations. Hein. Il y en a toute une série à Momo qui a absolument terrifié mon fils il y a 3-4 ans, qui était une statue faite par un japonais de femme oiseau. Enfin, il n'avait pas du tout mauvaise intention, mais la photo
a été prise et a pris et est devenue, enfin voilà, c'est une propagation mimétique, quoi. Elle s'est répandue sur Internet et ça a terrorisé tout le monde, tous les enfants en tout cas. Et puis on a d'autres, Siren Man, etc. Peut-être que vous n'êtes pas dedans si vous n'écoutez pas les bons YouTubeurs et les bons TikTokers, mais je peux vous dire que dans la tranche, à partir de 8 ans, ils entendent tout ça, parce que c'est des histoires qui font peur, alors évidemment ça leur parle, on aime tous bien avoir peur, c'est comme moi, j'adore regarder, je suis un fan de films d'horreur, etc. Et donc ils ne peuvent pas s'empêcher d'écouter ces histoires, mais en même temps, quand on est enfant, c'est quand même assez effrayant. Et aussi, évidemment, le YouTuber en question, il va pas, il va pas leur dire, oui, mais en fait, on sait très bien que c'est n'importe quoi et que c'est pas vrai, etc. Parfois, il va dire selon la légende, par exemple. Selon la légende, d'ailleurs, j'en ai parlé avec mon fils. Je lui ai dit, est-ce que ton YouTuber, il a dit selon la légende? Et il me dit oui. Et je lui ai dit, ça veut dire quoi quand il dit ça, selon la légende? Et en fait, à 9 ans, il savait pas ce que ça voulait dire. Je lui ai dit, selon la légende, ça veut dire que c'est juste pas vrai, quoi, ce qu'il est en train de te raconter. Mais Oui, si on commence par là, c'est sûr. ah ouais, mais voilà, en fait, c'est des trucs basiques, mais quand tu es enfant, tu sais pas voilà. Donc, à un moment, il faut leur dire, il faut leur expliquer, quoi. Le Momo Challenge, c'est ton fils qui t'en a parlé en premier, c'est ça? Ou tu connaissais? Comment ça s'est passé? Oui, oui, c'est mon fils, en fait. Un jour, j'ai invité des amis à lui à la maison, et un de ses amis avait un téléphone, et il lui a montré l'image, et puis après, mon fils n'a pas dormi pendant plusieurs nuits, je crois, tellement il avait peur. C'était, oui, oui, ne googlisez pas tout sauvagement, Momo, et montrez la photo à votre enfant parce que ça fait peur. C'était même un problème quand on a fait l'album Masake Zoé parce le dessinateur a dû dessiner Momo. Et alors, c'était un peu difficile le degré. D'ailleurs, dans l'album, on a mis pour la première fois un petit avertissement en début d'album en disant voilà, le sujet de l'album fait un peu peur, donc si jamais tu as un peu peur en lisant, tu peux refermer l'album à tout moment. Enfin, on a mis un message comme ça, quoi. On l'a dit, Internet, ça permet d'avoir beaucoup plus de positifs, mais il ne faut pas nier non plus que toutes ces ressources sont démultipliées et que les enfants peuvent être exposés très très vite à des contenus en vidéo qui peuvent les perturber, à minima leur faire se poser des questions. C'est bien d'ailleurs de se poser des questions, mais encore faut-il ne pas être traumatisé. Et moi, je me suis longtemps posé la question de la manière dont je dois permettre mes enfants de consulter des vidéos en ligne. Je pense à YouTube. Alors, il y avait eu des tentatives d'ailleurs de la part de YouTube de faire des versions enfants qui se voulaient être mieux catégorisées, où les filtres des contenus qui étaient mis à disposition étaient plus avancés et plus appropriés pour eux. Bon, ça a été un peu peine perdue parce que mon fils s'est quand même retrouvé une fois face à une vidéo qui payait pas de mine, mais qui l'avait pas mal traumatisé. C'était une histoire d'un requin gonflable qui passait devant plein de personnes, et les personnes étaient endormies, donc il s'était posé beaucoup de questions. C'était un montage qui était un peu malheureux, pas très bien fait, mais ça l'avait vachement traumatisé. Du coup, assez souvent maintenant, j'essaye de savoir comment est-ce qu'on doit s'organiser. Est-ce qu'on doit leur laisser accès au contenu vidéo à partir d'un certain âge, auquel cas à partir de quel âge, et qu'est-ce qu'on doit limiter? Bon, j'ai voulu poser là aussi la question à Jean-Michel. Oui, donc le plus grand a 11 et la plus petite a 6. 5, pardon, 5 et demi. Bon, pour le plus grand, il a accès à YouTube. Enfin, il y a il y a des tranches horaires, quoi, hein. Donc il y a certains moments où on lui dit qu'il peut pas. Donc il a une sorte de tranche horaire. Mais sinon, c'est vrai qu'il a accès à YouTube sans limite dans la tranche horaire qu'on lui donne. Par contre, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on discute quand même beaucoup des contenus qu'il regarde. Je suis quand même assez. Euh, Enfin, je jette régulièrement un coup d'œil sur ce qu'il est en train de regarder. Et donc, j'ai une idée de ce qu'il est en train de regarder. Et puis, on discute de la pertinence ou du contenu. Donc, il ne regarde pas avec nous, mais je sais, j'ai quand même une idée de quel créateur de contenu il regarde et du type de contenu qu'il regarde. Et on en discute régulièrement. C'est toi qui es proactif dans ces discussions ou c'est lui qui t'en parle? Bon, je ne sais pas parce que c'est un peu systémique, hein. C'est vrai que Ouais. je veux dire, moi j'essaye de lui en parler, etc. Mais alors après, comme il voit que, entre guillemets, ça m'intéresse, puisque je lui en parle, après il est là, ah bah oui, j'ai vu un truc intéressant, et puis il se met à en parler. Donc une fois qu'on a pris l'habitude d'en discuter,
ça vient naturellement, ça doit pas être quelque chose qui se force. Je me rappelle de mon fils qui avait regardé des vidéos sur YouTube et qui, à l'époque, il jouait à Pokémon, je sais plus quelle version, mais un Pokémon sur la Switch. Et il était tombé sur une vidéo qui expliquait, je sais plus, comment avoir des Pokémon shiny, etc. Mais ça se voyait quand tu regardes la vidéo et que tu as du recul et que tu sais le fonctionnement du jeu vidéo que c'était bidon, quoi. Et que le YouTuber n'avait qu'une envie, c'est de diffuser une bonne blague et de faire des actions qui étaient extrêmement longues à des enfants. Enfin, en tout cas des enfants, à n'importe qui voyant sa vidéo. Et du coup, je reste quand même interpellé aussi de cette capacité qu'ont ces contenus-là à faire des choses aux gens et évidemment aux enfants. Et c'est compliqué, je trouve, avec un regard extérieur, d'arriver à leur donner des clés de lecture pour leur dire bah non, là ça sent que c'est probablement pas vrai, quoi. Surtout que dans le monde des jeux vidéo, il y a aussi plein de choses qui sont assez ubuesques, mais qui sont vraies dans les fonctionnements, avec, comme ils le disent, les enfants, des glitches, des petits bugs qu'ils peuvent exploiter. Donc le sujet est assez compliqué et je trouve que le rapport aux enfants et d'avoir un lien d'échange assez régulier est probablement, oui, la meilleure solution, effectivement. On a posé les bases à ce stade de l'échange et il faut que j'aborde mon sujet qui m'a un peu marqué petit et qui conduit un petit peu cet épisode. C'est celui des croyances qui touchent tellement d'enfants, une immense majorité même je pense, qui est celle du Père Noël et pour cause, nous en tant que parents, on est bien souvent les acteurs numéro 1 de ce sujet. Je sais que Jean-Michel a bossé sur le sujet et je l'interpelle pour lui parler du Père Noël. Oui, donc c'est probablement le tome qui a généré le plus de réactions, étonnamment, parce que le tome précédent, c'était sur la mythologie chrétienne, donc qui est un livre d'introduction à l'athéisme. Et on pourrait imaginer, en plus du tout. J'ai fait un truc que j'avais pris l'habitude de faire avec mes enfants très tôt, c'est que je parle de la mythologie grecque, de la mythologie égyptienne, et quand je parle de la religion chrétienne, je dis la mythologie chrétienne, je dis toujours, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce vocabulaire-là, quoi. Bon, maintenant, après, ça peut choquer, hein, et puis on peut me débattre sur ce point. Enfin, je dis toujours, enfin, bon, bref, au moins jusqu'au roi David dans l'Ancien Testament, hein, tout ce qui précède le roi David, les historiens considèrent Moïse et tout ça. Tout ça, c'est mythologique, hein, rien de tout ça n'est arrivé pour de vrai, donc il n'y a pas de problème d'appeler ça la mythologie chrétienne. Mais bon, apparemment, ça choque beaucoup moins que de parler du Père Noël. Mais ouais, alors dans le bouquin, c'est vrai que c'est un livre sur le Père Noël où bon, on dit aux enfants que le Père Noël n'existait pas, hein. Maintenant, dans le livre, on discute aussi des raisons pour lesquelles les parents parfois font semblant que le Père Noël existe ou que d'autres personnes. Parce qu'en fait, bon, donc si vous êtes intéressé par le livre, je veux dire, on ne tranche pas la question de comment aborder la question. Avec les enfants, vous pouvez... en tout cas, voilà, on dit aux enfants que le Père Noël n'existait pas, donc si c'est quelque chose que vous essayez de cacher à votre enfant, il ne faut pas lire le livre avant, il faut attendre qu'il découvre lui-même que le Père Noël n'existait pas, et à ce moment-là, vous pouvez lui lire le livre. Mais c'est vrai que ma position personnelle, c'est que je ne suis pas pour qu'on cache, quoi. C'est vrai que... Enfin, pour qu'on trompe l'enfant, en fait. Et d'ailleurs, j'utiliserais je ne suis pas pour qu'on mente à l'enfant, en réalité. C'est le vocabulaire choquant pour certains, mais en fait, voilà, les gens mentent aux enfants pour ça. La raison pour laquelle je ne suis pas pour ça, c'est que c'est vrai que bon, certains zététiciens ou sceptiques considèrent, oui, c'est une bonne leçon de pensée critique, apprendre aux enfants que même leurs parents peuvent leur mentir et leur raconter des carabistouilles. C'est une bonne leçon de vie, n'importe qui peut te raconter des cacahuètes. Et donc, ça serait, entre guillemets, en théorie, bon pour leur esprit critique. Moi, je suis pas très... En fait, c'est un processus, c'est un système de coût-bénéfice, hein, je pense. C'est quel prix on est à payer pour enseigner ça. Parce qu'il y a eu quand même quelques travaux en sociologie qui montrent que certains enfants sont... Pas tous, hein, il y en a qui, quand ils découvrent que le Père Noël n'existe pas, ça les perturbe pas plus que ça. Mais il y a quand même un faible pourcentage d'enfants qui sont relativement choqués de découvrir qu'on leur a menti. Et voilà, il y a des travaux sur la question, hein, on voit, il y a quand même des gens, ça les traumatise un peu, quoi, de se rendre compte qu'on leur a raconté des carabistouilles. Donc, pour moi, c'est un système de coûts et bénéfices, hein. Bon, le bénéfice supposé, c'est que ça serait une bonne leçon d'esprit critique, et en plus, bon, les athées, ils vont dire, oui, mais comme ça, ils apprennent aussi que
Après, ils n'auront qu'à inférer que pour Dieu, c'est la même chose, un truc comme ça. Je trouve pas ça très convaincant, mais pour moi, en fait, le prix à payer, qui est qu'en fait, le prix à payer pour cette prétendue leçon d'esprit critique, c'est qu'en fait, là, on apprend à l'enfant de ne pas avoir confiance dans ses parents. Et moi, je ne suis pas prêt à payer ce prix-là pour cette leçon-là. Parce que cette leçon-là, je pense qu'on peut l'apprendre par plein d'autres manières. Il y a plein d'autres manières d'expliquer aux enfants qu'on ne doit pas faire confiance à l'information qu'on attend, etc. Et en fait, je ne dois pas tromper mon enfant enfin, je veux dire, endommager ma relation avec mon enfant pour qu'il apprenne cette leçon-là. Pour moi, le prix est à payer beaucoup trop cher pour quelque chose qu'il peut apprendre totalement autrement. Donc ça, c'est ma... Ouais. Désolé si je choque certaines personnes, parce que je sais bien que c'est une opinion un peu minoritaire, même chez les sceptiques, mais en fait, je pense que l'idée que c'est bien de mentir aux enfants, c'est juste quelque chose qu'on hérite de la culture, et en fait, une fois qu'on est dans le système, on a du mal à s'en sortir et à se rendre compte que c'est un peu absurde. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose d'assez fascinant, je trouve. Et alors, l'autre argument classique, on aborde d'ailleurs ces arguments dans pourquoi. Parce qu'en fait, oui, c'est ça. Donc moi, mes enfants, je n'ai jamais menti. Alors, la façon dont je faisais ça, moi, c'est que si on me posait frontalement la question, si l'enfant me posait frontalement la question, je lui disais toujours, je lui renvoie la question. Je lui demande, qu'est-ce que toi, tu en penses, hein? Et alors, parce que ça ne sert pas à grand-chose de lui dire frontalement, oh, tu sais, le Père Noël n'existe pas, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire pour un enfant au départ. Mon fils, quand il avait 6 ans, il me disait, une fois, il m'avait demandé, est-ce que le Père Noël existe? Et je lui dis, t'en penses quoi? Il me fait, quand je vais au supermarché, il est là, sur son siège, en train de faire des photos, donc objectivement, il existe, quoi. Ça pose. C'est empiriquement vérifiable. Je vais au supermarché, il est sur son fauteuil et je prends une photo avec lui, donc ça n'a pas de sens de dire qu'il n'existe pas. Donc en fait, c'est plus intéressant de voir ce que lui va dire comme argument et de le laisser réfléchir que de lui dire frontalement, tu sais, oui, en fait, c'est juste des acteurs, quoi. Donc moi je leur disais pas le Père Noël, enfin j'essayais pas, donc je fais pas toute une mise en scène, hein. Par exemple, je donne les cadeaux le soir, ils savent très bien que c'est moi qui les achète. Je fais pas, par exemple, il y a des parents qui mettent le lendemain matin un bol de lait et une carotte entamée, des choses comme ça. Je m'amuse pas à faire tout ça. Je veux dire, ils savent très bien que les cadeaux, ils viennent de la famille, on leur donne le soir, ils peuvent deviner qui a acheté quoi pour eux. Donc, mais alors malgré tout ça, évidemment, il y a plein de gens qui autour d'eux vont essayer indépendamment de moi, quoi. C'est ça qui est fascinant. Parce que la leçon, elle est apprise de toute manière, en fait, que le parent soit impliqué dans le jeu ou pas, parce que les institutrices vont être là pour leur faire croire au Père Noël. La grande tante Ursula, elle va être là. Y a plein de gens qui, autour d'eux, vont leur jouer le jeu du Père Noël. Alors, c'est d'autant plus marrant si vous avez des discussions avec eux et alors, une fois qu'ils commencent à réfléchir vraiment, ils vont vous dire, mais pourquoi est-ce que mon institutrice me parle comme si le Père Noël existe? Ou pourquoi est-ce que la grande tante Ursula a l'air d'insister que le Père Noël existe alors que c'est clair que c'est pas vrai, quoi. Et donc, c'est quasiment plus fascinant dans ce sens-là, en gros. L'autre argument qu'on oppose toujours, c'est le fait de enchanter le monde, hein, que c'est... Oui. Mais... Déjà, à cet argument-là, c'est parce que c'est toujours un problème de coût-bénéfice pour moi. Il y a plein d'autres moyens d'enchanter le monde. Déjà, mes enfants adorent la fête de Noël. C'est pas parce qu'on leur dit, enfin, qu'ils savent que le Père Noël n'existait pas, qu'ils n'aiment que la fête de Noël n'est pas fun. Je veux dire, la fête de Noël, c'est passer un moment en famille. Enfin, ça peut être un moment magique sans le folklore associé au Père Noël. Enfin, et de manière générale, parce que bon, ça c'est un reproche qu'on fait souvent aux sceptiques en général ou aux zététiciens en général, c'est de dire, bah oui, mais vous vivez dans le désert du réel, quoi. Il y a absolument, mais en fait, l'imaginaire, il y a plein de choses qui peuvent enrichir l'imaginaire. Par exemple, enfin, toi, tu le sais bien, mais je veux dire, je fais des jeux de rôle, et par exemple, avec mon fils, on est en train de lire, on a lu Le Hobbit quand il était petit, maintenant on est en train de lire Le Seigneur des Anneaux. Et alors, justement, je parle de toute la mythologie de Tolkien avec lui en détail. On peut s'immerger dans des mondes imaginaires sans avoir besoin de ce mensonge qu'on leur ferait. D'ailleurs, utiliser la mythologie de Tolkien ou la mythologie de Lovecraft ou les autres, ça aussi a toujours été un de mes trucs. Dans Tolkien, il y a par exemple toute une mythologie avec les Mayas et tout ça, hein, toutes les entités, enfin, comme Gandalf, hein, etc., hein, qui est une sorte archange, disons, pour simplifier énormément. Mais en fait, quand on en parle avec lui, il a toute cette mythologie, tout ce panthéon de dieux en tête, hein, et alors...
je dis, bah, tu vois, la mythologie grecque, c'est la même chose. Et alors, il peut comparer toutes ces mythologies. Et en fait, par exemple, il sait que la mythologie de Tolkien est totalement inventée et qu'elle n'est pas vraie. Et donc, ça lui permet aussi de se dire, bah oui, bah là, les autres mythologies, elles n'ont pas plus de raison d'être vraies, finalement. C'est juste des gens qui les ont inventées. Mais par contre, elles sont cool. Parce qu'il y a quand même un aspect enchantement du monde. Les mythologies, elles nous parlent, elles nous donnent des leçons de vie, elles nous font rêver. Enfin, il peut comprendre ça, hein, sans avoir besoin de lui faire croire que la mythologie en question est vraie, hein, c'est la même chose. Ce type d'argument et de position a toujours eu tendance à me convaincre. Et aujourd'hui, là, si je devais décider quelque chose par rapport à mes enfants, je pense que je ne ferais peut-être pas autant de folklore et je n'amènerais pas autant que ça le sujet du Père Noël avec un côté magique comme j'ai pu le faire. Mais en fait, avant tout, ce qui compte, je pense, et ce qui a un peu le dernier mot, c'est un peu la pression sociale, c'est-à-dire le regard dans la famille, dans l'entourage, dans les amis, auprès des collègues. Et en fait, Jean-Michel rebondit là-dessus pour mettre un petit peu en perspective cette perception que je peux avoir. Et du coup, il permet d'avoir un petit peu de recul parce qu'évidemment, le Père Noël, c'est pas le seul sujet, loin de là. C'est la même chose pour tous les autres systèmes de croyances, hein. Tu vas à un repas de famille et la grande-tante Ursule, elle dit « Oh, moi j'ai pris mes médicaments homéopathiques » ou le grand-tonton, il va dire la Terre est plate, hein, je ne sais pas, pour prendre des exemples plus extrêmes. Mais il faut aussi les gérer à ce moment-là, c'est la même chose. Hein, Ouais. Et alors, l'enfant, il va être exposé à toutes ces idées. Donc, ils vont dire... il faut pouvoir gérer le fait que l'enfant est exposé à ces idées-là et en discuter avec lui, quoi. Pourquoi est-ce que ta tante ou ton oncle pense ça et finalement, est-ce que c'est tellement différent que toi dire je ne vais pas essayer de faire croire au Père Noël, mais dans la famille, il y en a d'autres qui veulent absolument faire ce jeu-là, quoi. C'est un peu une situation similaire, hein. On doit tout le temps naviguer dans ces eaux troubles pour essayer de ne pas générer des conflits trop importants, hein. C'est toujours la même chose, hein. Il est probablement là l'enseignement ultime de ce sujet, c'est que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, des croyances, il y en aura, on y sera confronté et que la démarche à titre individuel et en tant que parent et en tant que responsable d'enfants, c'est de les amener à avoir les clés de lecture, les mécaniques d'autodéfense qui vont bien et peut-être pas d'abuser non plus des folklores. Évidemment, rien de grave, mais il faut aussi avoir conscience peut-être de la portée de ces sujets-là. Merci à Jean-Michel Abrassard d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode de Contrôle Parental. Vous pouvez retrouver son livre « 60 questions sur le paranormal et les réponses que la science y apporte » aux éditions Mardaga. Vous pouvez retrouver également Pour en finir avec le paranormal aux éditions Jourdan. Je vous invite bien évidemment à écouter son podcast Scepticisme scientifique et aussi et surtout à aller jeter un coup d'œil à la collection Zététicien en herbe, les séries de livres pour enfants dont on a parlé, qui sont disponibles au moment où on enregistrait cet épisode en financement participatif sur Ulule, mais que vous pouvez retrouver à tout moment en achat numérique. Le lien figure dans les notes de l'épisode. Je compte sur vous, une nouvelle fois, pour me laisser un petit mot et des avis à 5 étoiles sur des applications de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Ce sont évidemment autant de signes dont je prends toujours connaissance et qui ponctuent mon quotidien de sincères sourires et qui m'aident aussi à améliorer le podcast. Merci à Claire qui a déposé un avis sur Apple Podcast pour dire « Bravo Guillaume pour ton nouveau podcast, contenu intéressant et format interview commenté, très sympa. On a tous envie d'être bien comme un loukoum à l'intérieur. Je vais tester dès aujourd'hui pour voir si j'ai les pouces qui se collent. Bien évidemment, si vous ne comprenez pas les références, allez écouter le premier épisode de Contrôle Parental. Si vous aimeriez que j'aborde des thèmes spécifiques, si vous avez des recommandations d'invités, vous pouvez m'envoyer un mail à guillaume@contrôleparentalpodcast.fr. Retrouvez également tous les épisodes, les références évoquées dans les émissions et plus d'infos sur le podcast, sur le site internet contrôleparentalpodcast.fr. Et n'hésitez pas à me suivre à titre individuel pour en savoir plus sur moi et sur les coulisses des enregistrements sur Instagram. C'est Guillaume Vendée. À très bientôt dans Contrôle Parental. Ciao à toutes et à tous.